Hello les amis, dans cet épisode on vous emmène découvrir Sosuvlet, l'un des plus beaux joyaux du désert de Namib avant de rendre visite aux Bushmen du Damaraland. Mais la route est longue depuis la ville fantôme de Colemanskop à découvrir dans l'épisode précédent. Et sur le chemin justement, le premier sentiment qui nous habite au volant de notre 4x4, c'est la liberté. De grands espaces, personne sur les routes, des routes ou plutôt des pistes. En somme, l'aventure. Bon, pour être tout à fait honnête, la Namibie c'est un peu le Canada Dry de l'aventure. Ça a le goût de l'aventure, on se prend un jour pour un invité de rendez-vous interinconnu, le lendemain pour un pilote du Dakar, mais la vérité, c'est que tout est très safe. Les pistes sont bien entretenues, les locaux sont bienveillants, la criminalité est nulle, la faune ne regorge pas de petites bestioles mortelles, bref, une nature à l'état brut à explorer sans risque et sans limite. Et c'est ce qui fait la force de ce pays que nous avons adoré. Même si notre première rencontre sera funeste. Nous arrivons trop tard pour aider cet oryx qui a sans doute voulu passer cette barrière, mais contrairement à leurs cousins chevaux, les oryx sont incapables de sauter. Donc chaque barrière constitue une frontière infranchissable pour eux. Et heureusement d'ailleurs, car un peu plus loin, nous nous arrêterons pour que Manu fasse quelques photos de ces splendides animaux, aussi nombreux dans cette région que les vaches en Normandie, et nous tomberons sur un oryx au comportement d'abord curieux, puis rapidement bien décidé à passer cette maigre barrière. Difficile de lire ses intentions exactes, mais Manu préférera à raison se rapatrier dans la voiture, sage décision, car cet oryx n'en avait pas fini avec nous et se lancera à notre poursuite pendant un bon kilomètre. Nous découvrons aussi une autre espèce endémique de l'Afrique australe, le républicain social. Un petit passereau mais un grand bâtisseur. Ces énormes nids peuvent abriter jusqu'à 500 individus et atteindre plusieurs tonnes, et il y en a partout. Notre route vers les célèbres dunes rouges de Namibie traverse la réserve privée Wolvedance Collection, où nous pouvons admirer zèbres, oryx évidemment, mais aussi une girafe un peu perdue. Nous atteindrons Sesrim dans la soirée où nous passerons une courte nuit car le lendemain nous sommes attendus à l'aube. Car ce jour-là est un jour spécial puisque nous célébrons nos 20 ans de mariage. Alors pour marquer l'événement, dans la pénombre de la nuit, depuis une piste caillouteuse au milieu d'un désert infini, quelques hommes s'agitent pour y déployer un vaisseau atemporel. Une fois le ballon gonflé d'air chaud, et alors que le jour se lève, nous montons pour la première fois de nos vies dans une montgolfière. Nos vies seront désormais entre les mains d'Hermanus, dit Mani et détenteur, selon ses dires, du trophée du meilleur pilote du monde. Ça nous rassure un peu, car j'avoue avoir du mal à comprendre comment tout ce bazar se dirige sans volant ni gouvernail. Mais très vite l'appréhension laisse sa place à l'émerveillement. Le paysage tout autour de nous est splendide, et entre deux utilisations de brûleurs, le silence est total. Nous observons d'étranges cercles géants, seulement visibles de cette hauteur. Personne n'en a percé le mystère et les théories divines ou encore extraterrestres peinent à convaincre la communauté scientifique. Les enfants restés au sol nous gratifieront de quelques belles images de cette expérience inoubliable que nous conclurons par un petit déjeuner hors du temps. Hermanus nous expliquera que les montgolfières permettent aussi à toute une communauté locale de vivre et pour les plus jeunes de fréquenter une école. Et lorsque nous demandons si nous pouvons la visiter, la directrice ne dissimule pas son enthousiasme à nous en faire le tour complet. De retour à Sisrim, petit village au milieu de nulle part, aussi perdu que populaire, nous explorerons son canyon en fin de matinée avant de passer le reste de la journée à nous reposer. Car si Sesrim est populaire, c'est parce qu'il constitue la porte d'entrée vers Sosuvlet, l'endroit le plus visité de toute la Namibie. Nous y pénétrons à l'aube
à travers une route de plus de 60 km bordée de part et d'autre des dunes de sable rouge numérotées en ordre croissant. Plus vous vous enfoncez, plus le numéro augmente et plus les dunes sont hautes. La route se termine par une piste de sable seulement ouverte aux 4x4 car le risque d'enlisement est réel. Mais c'est le prix à payer pour atteindre ce petit parking avant de se lancer dans une randonnée fatigante mais inoubliable à l'assaut de Big Daddy, tout simplement la dune la plus haute du monde. Nous suivons sa crête avant d'atteindre à plus de 375 mètres d'altitude son sommet. Et c'est parti pour la descente de Big Daddy. Il ne reste donc plus qu'à dévaler sa longue pente abrupte avant de rejoindre Dead Valley, star incontestable d'Instagram en Namibie. Un sol blanc argileux, contrastant avec les dunes rouges et le bleu du ciel, et au milieu, une forêt d'acacias morts, comme pétrifiés, offrant la carte postale iconique de Namibie. Absolument magnifique. Le lendemain, nous reprenons notre route vers le nord. Notre premier stop sera pour Solitaire, un petit village isolé ayant eu la bonne idée de mettre en valeur quelques carcasses de voitures, rendant l'endroit étonnamment touristique. Car nous sommes bien au milieu de nulle part, comme l'atteste cette improbable case en forme de yourte mongole posée au centre de rien. Nous repassons le tropique du Capricorne et traversons de très longues étendues désertiques en direction de l'ouest, ce qui nous donnera de magnifiques couchers de soleil. Nous ferons un stop à Walvis Bay et Swakopmund, deux stations balnéaires voisines et prisées de Namibie. Mais le temps vers l'océan n'étant pas de la partie pour pénétrer la péninsule de la baie, nous nous rapatrions un peu dans les terres pour y explorer ces dunes. Au guidon de quad. Théo y testera même une luge artisanale pour dévaler quelques pentes en toute insouciance. Une insouciance toute relative puisque quelques dunes plus loin, nous réalisons que les quads ne sont pas les seuls à fréquenter ce coin. Nous terminerons ce tour au bord de l'océan avant de prendre notre route dans la direction du Damaraland, la terre des Bushmen. Et nous y découvrons une toute autre ambiance. Le Damaraland, ce sont des énormes boulders posés sur une étendue désertique et offrant, entre autres, des emplacements de camping incroyables et des abris naturels pour la pluie, parfois fort utiles. Et au milieu de ce camp, deux petites cahutes, abritant de la chaleur des guides Bushmen au service des visiteurs. Nous déciderons de nous offrir le service de l'un d'entre eux, se présentant à nous dans ses habits traditionnels. Je plaisante car la visite sera très instructive. Les Bushmen sont issus du peuple San. À l'origine nomade, ils gravaient sur les parois rocheuses les animaux ou les dangers du coin à chaque fois qu'ils passaient quelque part. Ces peintures rupestres permettaient alors d'informer les prochains Bushmen qui découvraient ces lieux, des gibiers disponibles ou des dangers du coin. Et si ces paysages vous parlent, c'est parce qu'ils ont été le théâtre d'un film culte, Les dieux sont tombés sur la tête, ou comment la chute d'une bouteille de coca lancée par un pilote d'avion va pourrir la vie d'une tribu San qui n'avait rien demandé à personne. Le lendemain, nous continuerons notre découverte de la région et du peuple San avec le Damara Living Museum. On avait peur de tomber dans un piège à touristes et nous avons trouvé plutôt l'ambiance authentique et bon enfant. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un musée vivant. Ses descendants San ont décidé de continuer à faire vivre leur culture et leur savoir-faire ancestraux et sont heureux de les partager avec les touristes de passage. Le tout dans un village reconstitué. Franchement, une belle expérience et l'occasion de découvrir leur langue à clics. Nous reprenons notre route vers le nord et nous nous arrêterons autour de Twyfelfontein. D'abord dans cette gorge pour y admirer ces formations rocheuses en forme d'orgue d'église.
puis pour visiter un site riche en gravures, dont certaines ont plus de 6000 ans. Nous arrivons après la fermeture, mais il y a toujours un moyen de s'arranger ici. Alors on bénéficiera d'un tour privé jusqu'à ce Lion Man, un lion avec une longue queue se finissant par une main d'homme et qui représente une vision sous substance d'un chaman en transe. Notre dernier stop sera pour parcourir une forêt d'arbres pétrifiés, amenés ici par de gigantesques inondations. Rapidement ensevelis sous la terre et privés d'oxygène, ils ne pourront pas se décomposer et se fossiliseront. Outre cette curiosité vieille de 600 millions d'années, nous découvrirons un arbre appelé le Welwitschias, ici visité par une colonie de punaises, mais qui peut vivre jusqu'à 2000 ans et atteindre 4 mètres de haut. Et c'est avec cet arbre endémique d'Afrique australe que cet épisode se termine. Dans le prochain, on vous emmène à la rencontre de la faune d'Etosha, le plus grand parc animalier du pays. Alors Etosha nous gâtera-t-il autant que le parc Kruger d'Afrique du Sud ? Eh bien vous le saurez dans le prochain épisode. Alors abonnez-vous et à très vite les amis!